Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de Colavi. Vous êtes bien calés sur le 100 FM, la fréquence juive de Toulouse. Et vous êtes dans votre émission Israël, le MAG, avec Laurent à la technique, que je salue. Bonjour Laurent. Et puis, mon compère Chaim Musican. Bonjour Chaim, en direct Euh, de Tel Aviv. Bonjour Serge. Alors, Chaim, peut-être faire le point sur l'actualité à l'instant T et puis nous donner le programme comme d'habitude. Eh bien écoutez, l'actualité, je dirais à l'instant T, c'est qu'aujourd'hui, c'est le 750e jour depuis le 7 octobre et le pays est toujours dans l'émotion. J'étais hier soir à Kikar à Khatoufim, la place des otages, où il y avait des dizaines de milliers d'Israéliens et beaucoup d'émotions. Donc, et, pourquoi beaucoup d'émotions? Parce que vous vous souvenez, Serge, que il y a 2 semaines, le président Trump était à la Knesset, a fait ce discours historique. Vous vous souvenez que 20 otages ont été libérés et qu'aujourd'hui, il y a toujours 13 dépouilles d'otages qui ont été pris, que le Hamas devrait restituer, que le Hamas met du temps, alors que l'idée, même pas l'idée, l'accord qui avait été passé, c'était que le jour même où Israël libérait un certain nombre de terroristes qui ont du sang sur les mains, eh bien, devaient être libérés à la fois les 20 otages vivants et tous ceux qui sont malheureusement morts. Donc, Israël est dans l'attente. Israël est dans l'attente. Un peu partout, à Tel Aviv, à Jérusalem, dans tout le pays, on voit ce slogan qui apparaît jusqu'au dernier. Et pour le moment, il n'est pas question de débaptiser la place des otages et d'en faire la place de ceux qui sont de retour. Tant qu'ils ne seront pas tous rentrés, eh bien, je dirais que la mobilisation, le combat continue. Oui, on voit bien que les Israéliens sont très précis, en tout cas, sur cette notion de rapporter toutes les dépouilles. Et ça, c'est très important. Ça a toujours été un leitmotiv et toujours une règle, en tout cas pour les Israéliens, de ne pas laisser quelqu'un derrière les lignes de front. Oui, je dirais d'ailleurs que c'est une notion très juive. C'est une notion très juive. On sait à quel point dans le judaïsme, qu'on soit croyant ou pas croyant, il est important, comment dirais-je, que chacun ait droit à un enterrement, je dirais, dans la dignité et suivant les rites. Alors, est-ce que vous avez noté, justement, vous qui êtes à Tel Aviv cette semaine, est-ce que vous avez noté cette émotion qui est un peu particulière entre la joie de récupérer les 20 derniers otages vivants, en tout cas, et puis l'arrivée progressive de tous ces cercueils en Israël, avec cette dimension à la fois de, comment dirais-je, pas parler de réconfort, mais de dire que voilà, il va avoir un enterrement décent dans la terre d'Israël. Et puis, ce côté du fait que voilà, c'est sûr, il est parti. Oui, oui, alors écoutez, ce que je voudrais vous dire, c'est que, bien sûr, il y a cet immense soulagement pour les familles, pour tout Israël, que 20 otages soient revenus vivants. Il y a bien sûr cette attente. Et puis, bien sûr, il y a la question de l'après. La question de l'après, c'est que les Israéliens, même si il y a ce cessez-le-feu qui pour le moment est respecté, eh bien, pour eux, cessez-le-feu, ça ne veut pas dire la paix. Et donc, il y a ce sentiment que cette génération ne connaîtra pas la paix. Cette génération ne connaîtra pas la paix. Vous savez, on est à quelques jours, c'était le 5 novembre, c'était plutôt le 4 novembre 1995,
c'était l'assassinat de Rabin, c'était il y a Rabin. 30 ans, c'était les accords d'Oslo. On a l'impression que c'était il y a 3000 ans. Et donc, si vous voulez, les Israéliens disent, bon, cessez le feu, mais à tout moment, ça peut reprendre. Et de toute façon, la volonté des Palestiniens, qu'ils soient à Ramallah ou qu'ils soient à Gaza, c'est de vouloir détruire Israël, de vouloir tuer tous les Juifs. Donc, il n'y a pas d'illusion, si vous voulez, sur l'idée que tout d'un coup, ça serait la paix avec eux. Donc, en fin de compte, le plan Trump, c'est de la poudre aux yeux. Alors écoutez, peut-être que on en parlera avec nos invités, et notamment avec notre premier invité qui va se connecter d'ici quelques minutes. Alors peut-être que l'on peut espérer la divine surprise, comme ça avait été le cas il y a 5 ans, quand tout d'un coup Donald Trump avait annoncé les accords d'Abraham avec des pays improbables. Alors peut-être qu'il y a des choses qui se passent. On en parle Oui, peut-être. c'est sûr que oui, vous avez bien raison de dire il y a peut-être quelque chose qui se passe parce qu'on ne sait pas véritablement ce qui se passe parce que on a l'impression que tous les jours il se passe un truc, une déclaration et on est un petit peu dans l'expectative avec ces rebondissements, notamment par exemple cette réunion dans l'avion d'Air Force One de Trump à Doha, alors qu'il venait de poser son avion pour justement une escale technique. Et là, on voit que Donald Trump réunit l'émir du Qatar avec son Premier ministre dans l'avion Air Force One et on a des choses Oui, incroyables. oui. Euh, Alors, oui, oui, absolument. Alors, je voudrais vous dire que notre premier invité a les pires difficultés à se connecter avec nous. Euh, Pourquoi? ben, écoutez, je ne sais pas, mais tout ça pour dire à nos auditeurs que c'est du direct, hein, que c'est vraiment du direct. Et alors, écoutez, je crois que on va le remplacer, tout simplement. Écoutez, on va. Non, ça va être compliqué de remplacer notre premier invité. Justement, vous allez peut-être nous donner le programme, Oui, oui, Raïm, alors, écoutez, ben, et justement. nous parler de ce premier invité. Alors écoutez, en même temps, là, il faut que j'essaie de le contacter et de parler sur antenne. Donc, c'est un peu compliqué. Je suis en train de faire un petit peu. Bon, alors, c'est moi qui vais faire la présentation du programme, si vous voulez bien. Oui, 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 voilà. Donc, Voilà, euh, alors dans quelques instants, s'il arrive à se connecter, nous aurons le plaisir d'avoir Raphaël Jérusalemi, que tout le monde connaît bien entendu, ancien officier du renseignement militaire. Avec lui, nous allons essayer de comprendre un peu la situation à Gaza, voir un petit peu les différents scénarios qui peuvent se produire, notamment pour le jour d'après. Et on voit bien que Donald Trump met la pression, en tout cas, sur le Hamas, parce qu'il veut arriver à ce jour d'après, mais il faut savoir quelle est la situation réelle et quelle est la possibilité. Et donc, c'est avec Raphaël Jérusalemi que nous essaierons de comprendre un petit peu ce qui se passe à Gaza. Bien entendu que Voilà, Raphaël est là, ça va être un grand eh bien plaisir de voilà. vous voir. Voilà, et ensuite nous aurons le plaisir d'avoir Dror Even Sapir, qui est un analyste politique sur i24 News, avec lequel nous aurons la possibilité de parler de ce qui se passe à l'intérieur d'Israël sur le plan politique et avec ces élections qui se profilent. Et nous terminerons avec Guy Benamou, qui est un avocat d'origine toulousaine, et nous parlerons un peu de cette résilience, ce mot qui est tant utilisé pour le peuple israélien, et savoir si vraiment on est vraiment dans cette résilience et si on n'est pas en excès, justement. Alors, Alors, Raïm, vous avez... si vous Oui, le pardon. permettez, Serge, je voudrais dire que nous sommes très heureux d'avoir Raphaël Jérusalemi. Bien sûr, on connaît l'ancien officier du renseignement militaire, mais il a d'autres talents, puisque c'est un écrivain, c'est un romancier. Je crois qu'il a donné à peu près une dizaine de livres et il y a quelques mois, son dernier livre est sorti, qui s'appelle Tribune de guerre 2023-2025, qui a été édité aux éditions David Reinhardt. Et bien sûr, il parle de tout ce qui s'est passé devant le 7 octobre. Et avec un commentaire de notre ami
Mohamed Sifawi, et vous vous en souvenez peut-être, à l'espace du judaïsme, j'avais dialogué avec Mohamed, lui présentant son livre sur le Hamas et moi sur les héros du 7 octobre. Alors, Raphaël Jérusalemi, bonjour. Bonjour. Voilà, on vous entend très bien. Alors, nous allons de suite vous poser cette première question. C'est la situation militaire à Gaza. On sait que le ministre de la Défense n'a pas hésité à nous expliquer qu'il y avait plus de 60 tunnels encore en activité, des tunnels offensifs encore en activité à Gaza. Ces tunnels traversent allègrement la zone, cette fameuse ligne jaune de Tsahal, mettant en danger, bien entendu, on l'a vu la semaine dernière, ces 2 soldats israéliens qui ont été tués à partir de ces tunnels offensifs. Comment on peut expliquer tout ça et comment Tsahal arrive à rester sur cette ligne et pourra tenir combien de temps? Eh bien, nous continuons à payer le prix de nos erreurs dans la mesure où on a laissé trop longtemps ces tunnels être creusés par des dizaines de kilomètres. Et il y a une musique, je ne sais pas, vous l'entendez? Oui, bon, allez-y, allez-y. Ah, pardon, il y a une musique ici. On a laissé trop longtemps donc les tunnels être creusés par des dizaines de kilomètres. Nous payons le prix de cette erreur jusqu'à aujourd'hui, avec, comme vous le dites, un danger extrême pour nos soldats, puisqu'il y a encore des tunnels sur la zone tenue par Tsahal. Il faut bien comprendre que souvent, être sur place, ne pas bouger, peut être tout aussi dangereux que passer à l'offensive. On est une cible immobile, facile à repérer, facile à viser, et donc c'est extrêmement dangereux. Alors, on va détruire des tunnels, on va détruire surtout lorsqu'on parle de détruire des tunnels, c'est un petit peu si vous prenez le métro à Paris, ou d'ailleurs à Toulouse, vous détruisez les correspondances, hein, là où il y a plusieurs lignes qui se rencontrent, ce qui peut neutraliser beaucoup de kilomètres de tunnels sans détruire tout, chaque mètre, bien sûr. Donc il y a des points stratégiques à détruire. Pour l'instant, la communauté internationale et les Américains envisagent que toute l'activité de reconstruction de Gaza et les investissements qui seront faits auront lieu dans la zone justement contrôlée par Tsahal. On commencera par là. Et c'est donc, si vous voulez, une fois de plus, malgré tout ce que la communauté internationale, inclus le président Macron, raconte, c'est une fois de plus grâce aux Israéliens que les choses peuvent se faire, et c'est avec l'appui des Israéliens qu'il y aura la sécurité nécessaire pour exécuter le plan Trump. Alors, Raphaël, le président Trump a donné 48 heures au Hamas pour le retour des 13 otages. Le Hamas dit, bah, écoutez, on ne sait pas très bien où certains sont. Est-ce que vous y croyez à cet ultimatum? Pas du tout. Ça fait 2 ans enfin, depuis qu'il est élu, que le président Trump, pas 2 ans, donc depuis qu'il est élu, que le président Trump se laisse mener en barque, non seulement par le Hamas, mais aussi par le Qatar. C'est de l'esbrouf. Et c'est une erreur de sa part. Je pense qu'il ne comprend pas le Moyen-Orient. C'est une erreur de sa part de donner des échéances. Il l'a fait dès le départ de ce plan Trump, de sa proposition. Il a donné tant d'heures, de 48 heures, 72 heures. À chaque fois, il donne des échéances qui d'ailleurs, il repousse, hein. Donc on n'y croit plus trop. Mais en plus, c'est une erreur. Il faut exiger, c'est maintenant, et sinon, tout de suite, je tape. Si on ne fait pas ça, le Hamas, eh ben, s'il a 48 heures, il va utiliser 48 heures. Il va même essayer de prolonger un petit peu la sauce. Donc c'est une grave erreur stratégiquement de donner plus de temps, d'autant plus que l'infraction est déjà d'une gravité telle que c'est ridicule de les récompenser en leur donnant plus de temps alors qu'ils sont déjà en infraction totale. Ils auraient dû, dans les 72 heures après l'entérinement de l'accord, nous rendre tous ces otages vifs ou morts. Alors, Raphaël, justement, vous parlez de ce plan Trump et dernièrement, le président Trump, faisant une escale technique à Doha pour aller via son voyage officiel en Asie du Sud-Est, nous explique qu'il rencontre le Premier ministre qatari et
bien entendu l'émir du Qatar, et nous explique que peut-être que le Qatar serait partie prenante dans cette force internationale. Et d'autre part, on avait appris que peut-être la Turquie aussi serait présente dans cette force internationale. Deux pays qui hébergent des terroristes du Hamas chez eux tranquillement, en toute impunité. Est-ce que c'est quelque chose de correct? Est-ce que Netanyahou est capable de dire non et vraiment d'avoir cette pression sur Donald Trump et montrer qu'il fait une erreur? Alors, le ministre de la Défense américain, Rubio, a dit que si les Américains s'opposaient à cela, pardon, si les Israéliens s'opposaient à cela, ils respecteraient le vœu des Israéliens. C'est sûr que ça s'appelle faire rentrer les loups dans la bergerie. Ah oui. Et si le plan Trump va être saboté de l'intérieur par le Qatar et la Turquie. Si déjà on veut normaliser, si déjà on veut aller de l'avant, c'est avec les Émirats, c'est avec l'Arabie Saoudite, l'Égypte, bien sûr, qu'il faut procéder, et certainement pas avec ces tyrannies islamistes de bas étage, d'horribles personnages, Erdogan et les Al-Thani, ce sont vraiment des tyrans médiévaux et antisémites. Donc, avec eux, procéder, c'est vraiment faire entrer le loup dans la bergerie. Paradoxalement, je dis bien paradoxalement, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, va s'opposer très fermement à ce que la Turquie s'ingère dans ce qui se passe à Gaza, comme on s'oppose d'ailleurs à ce que la Turquie s'ingère à ce qui se passe aujourd'hui en Syrie. Par contre, il va être beaucoup plus docile ou coulant par rapport au Qatar, avec lequel on sait que Donald Trump a d'énormes intérêts économiques et militaires, et là, il risque d'insister, et aussi parce qu'on connaît le Qatar Gate et qu'on a des doutes sur à quel point le Qatar est considéré comme un ennemi par Benjamin Netanyahou, puisqu'il a fricoté avec lui en douce ces derniers mois. Alors, d'une façon plus générale, on a appris que Israël autoriserait des Égyptiens à entrer à Gaza pour essayer de trouver les corps des 13 disparus. J'ai envie d'élargir la question parce qu'on a beaucoup dit ces temps-ci que la position de l'Égypte, elle était très, très ambiguë. Qu'est-ce qu'on peut dire des deux pays qui ont signé des traités de paix depuis très longtemps avec Israël, la Jordanie et l'Égypte, par rapport à tout ce qui se passe depuis le 7 octobre? Alors déjà, au moment où nous parlons, les Égyptiens sont déjà dans Gaza, entrés avec deux véhicules spéciaux pour rechercher effectivement les corps. On peut leur faire confiance parce que si déjà quelqu'un peut avoir le contact et le renseignement dans Gaza, même auprès du Hamas, ce sont les Égyptiens. Ils l'ont montré à plusieurs reprises durant ces dernières années, qu'ils avaient un contact excellent et qu'ils pouvaient obtenir des choses. Moi, j'ai travaillé de longues, longues années avec les deux, la Jordanie et l'Égypte, et je peux vous assurer que derrière cette ambiguïté, derrière ces déclarations parfois désagréables que l'on peut entendre au niveau diplomatique, il y a une paix qui tient, une paix véridique, il y a des accords. Nous avons aidé par le passé énormément les Égyptiens dans le Sinaï, dans leur combat contre les terroristes. Nous avons aidé par des renseignements, mais aussi même logistiquement. Nous avons permis aux troupes égyptiennes, car par l'accord, les troupes égyptiennes ne peuvent entrer dans le Sinaï et donc dans Gaza qu'avec l'accord des Israéliens. Et à chaque fois, ils demandent, il y a un système, il y a un mécanisme qui fait qu'ils demandent la permission qui est accordée un petit peu automatiquement, mais quand même à Israël. Donc jusqu'à aujourd'hui, moi j'avais sur ma table un téléphone relié directement au Caire, où on pouvait s'appeler directement pour chacun demander la possibilité d'intervenir dans le Sinaï. Du côté jordanien aussi, l'armée jordanienne est une armée très expérimentée qui, en gros, est plutôt copine, oserais-je dire, avec l'armée israélienne, apprécie l'armée israélienne et sait que beaucoup de la sécurité de la Jordanie dépend de la vigilance israélienne. Je rappelle que le roi même de Jordanie a été sauvé au moins une fois par des informations fournies par le Mossad aux Jordaniens. Donc, si vous voulez, derrière l'écran médiatique, diplomatique, il y a énormément de coopération militaire, mais aussi
et c'est peut-être plus important encore, économique et industriel entre les Jordaniens, les Égyptiens, les Israéliens, à coût de milliards de dollars. Donc il faut comprendre que nous sommes ici au Moyen-Orient et qu'il y a souvent des doubles langages, mais que lorsqu'il y a un accord de paix, il est respecté et il a été respecté malgré tout depuis qu'il a été signé avec les deux pays. Alors, le président Trump nous explique que si les otages, les dépouilles ne sont pas rendues dans les 48 heures, il pourrait faire intervenir une force qui pourrait détruire le Hamas en quelques heures, en quelques jours. C'est quand même très hallucinant quand on sait le travail de Tsahal depuis ces 2 ans et qu'il n'a pas réussi à exterminer complètement le Hamas. Donc il y a cette question de démilitarisation du Hamas, comment ça va se passer. Et puis il y a une autre question que je voudrais vous poser, Raphaël, c'est on a appris que ce gouvernement technocratique va être imposé à Gaza a déjà été plus ou moins édité par le Hamas et par l'autorité palestinienne à part égale. Donc ça veut dire que le Hamas politiquement va exister encore à Gaza. De toute façon, parce que le Hamas, et pour continuer à exister politiquement, hein, il faut absolument désarmer, évidemment, mais politiquement, le Hamas peut continuer à exister pour la simple raison qu'il s'appellera autre chose. Il s'appellera plus le Hamas, il peut s'appeler le Mamas, et se présenter sous une nouvelle étiquette et se fusionner avec l'OLP ou l'autorité palestinienne, s'immiscer dans le nouveau régime qui sera mis en place. Les faux directeurs d'hôpitaux hein, qu'on connaît très bien dans Gaza peuvent retrouver des jobs, des postes à l'intérieur. Donc on aura énormément de mal parce que se débarrasser des terroristes armés, c'est déjà beaucoup de boulot. Mais alors se débarrasser des milliers de terroristes à col blanc de l'administration du Hamas dans Gaza, ça c'est un travail de fourmi. Ils arriveront à rentrer par la fenêtre, même s'ils sont sortis par la porte, c'est évident. En ce qui concerne une force qui va faire pression sur le Hamas, je souhaite bonne chance à Donald Trump de trouver une force qui puisse agir avec plus d'efficacité et surtout plus de connaissance du terrain que de Tsahal. Je base beaucoup d'espoir, même si ça peut paraître un peu utopique, sur les Hamoulotes, c'est-à-dire sur les tribus mafieuses bédouines de Gaza, qui sont les ennemis jurés du Hamas, des ennemis ancestraux même. Et donc, je pense que eux ne désarment pas. Eux sont en pleine guerre actuellement contre le Hamas. Et je ne suis pas certain que le Hamas puisse les neutraliser. Je ne sais pas qui sera gagnant ou perdant dans cet affrontement, mais je pense que ces gangs, ces bandes organisées tribales de Gaza peuvent causer énormément de dégâts au Hamas. Alors, Raphaël, pour le moment, cessez-le-feu peut-être définitif, peut-être précaire, on n'en sait rien. Et puis, il y a les autres fronts. Il y a les Houthis, il y a le Hezbollah. On a parlé d'éventuelles normalisation entre Israël et la Syrie, de la volonté plus ou moins vérifiée du Liban ou du gouvernement libanais de vouloir désarmer le Hezbollah. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui sur tous ces autres fronts? Alors, on ne peut pas attendre indéfiniment que la Syrie prenne son destin en main et la sécurité en main, que le Liban prenne son destin en main et sa sécurité en main. Il y a des limites. Nos réservistes sont au sud du Liban et au sud de la Syrie depuis des mois, là aussi risquant leur vie tous les jours. Je pense qu'à un certain moment donné, il faut mettre ces régimes au pied de leurs responsabilités et à mon avis, leur dire tout simplement, après tout, nous avons occupé le Sud-Liban très 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 longtemps par le passé, que s'ils ne sont pas en mesure de désarmer le Hezbollah et d'assurer la sécurité du sud, de la frange sud de leur pays qui longe la bordure israélienne, eh bien, nous rattachons ces zones à Israël. Point final. Je pense que le Golan syrien doit être rattaché à Israël. Et il n'y a aucune raison pour que les Syriens l'occupent. C'est un endroit qui est très peu peuplé et surtout peuplé de Druzes
qui ont plus d'affinité avec les Druzes israéliens que le reste des autres ethnies en Syrie. Et je ne vois aucune raison pour laquelle on laisserait tomber cette partie de Golan que nous occupons maintenant récemment depuis le changement du régime. Et pareil donc au sud du Litanie, le sud Liban. Moi, j'appelle pas ça annexé parce que c'est mal vu à Washington. Moi, j'appelle ça rattaché, un peu comme l'Alsace-Lorraine, c'est-à-dire c'est une très très bonne chose pour ces zones-là. Elles vivraient en sécurité dans un État démocratique, le seul État démocratique d'ailleurs de tout le Proche-Orient, et ils seraient débarrassés de la férule des terroristes et des milices chiites qui depuis des années sèment la terreur dans ces endroits. Évidemment, c'est une menace, un ultimatum qu'on doit poser en disant si vous n'arrivez pas à maintenir l'ordre et la sécurité, si l'armée libanaise ne se reprend pas, si la nouvelle armée syrienne ne se reprend pas, nous n'avons pas le choix pour notre sécurité que de rattacher ces zones. À Gaza, évidemment, c'est une autre paire de manches. Il y a ici une intervention de la communauté internationale que nous ne voulons certainement pas au sud Liban et en sud Syrie, parce qu'on connaît son inefficacité totale, que ce soit les casques bleus de l'ONU ou que ce soit la force d'observation américaine qui existe depuis plus de 30 ans dans le Sinaï et qui est absolument inefficace. Alors, Raphaël, une toute petite dernière question. Depuis tout à l'heure, on a parlé de beaucoup de choses, mais on n'a pas parlé de l'Iran. Et on sent que l'Iran est un peu hors jeu dans cette reconfiguration du Moyen-Orient. Quelle est votre analyse? Bien, l'Iran et les Houthis, qui sont les proxys de l'Iran, sont isolés aujourd'hui. Sur le plan politique, ça c'est une chose qui a marché. Ils se retrouvent seuls. Erdogan est très très content parce que la Turquie, c'est le rival principal de l'Iran pour devenir le maître incontesté de l'islam, hein. C'est leur rêve à ces dirigeants, c'est d'être en fait les maîtres de l'islam. Et donc il y a ici un affaiblissement non seulement militaire, ne l'oublions pas, qui est très très sérieux. Ça va prendre beaucoup de temps aux Iraniens de se refaire une santé militairement, mais aussi donc sur le plan politique. Et les quelques avances plus ou moins frileuses qu'il y avait eu entre Riyad et Téhéran, eh bien aujourd'hui sont mises de côté. On va de l'avant dans l'autre direction, mais, nous sommes au Proche-Orient et comme vous le savez, les choses peuvent changer très 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 vite et les gens qui se détestent aujourd'hui peuvent se faire la bise demain. Merci Raphaël, merci de votre analyse très pointue et puis surtout merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons peut mettre une petite pause jingle et ensuite nous reprendrons notre prochain invité, Dror Eben Sapir, éditorialiste, analyste politique d'i24 News. Merci Raphaël. Merci, bonne journée. Bon Merci à dimanche. vous, Shavua Tov. Voilà, nous revenons en studio pour nous revenons en studio avec Chaim et nous allons recevoir notre prochain invité, Dror Eben Sapir, analyste politique sur i24 News. Dror Eben Sapir, bonjour. Peut-être activer votre caméra. Dror, on ne vous entend pas. Eh bien, Voilà, on vous voit et on vous entend. Quel plaisir de vous retrouver, Dror Eben Sapir. Bonjour. il faudrait, Dror, ouvrir le micro. Voilà, Oui, on c'est est fait bien. maintenant. On est très bien. Dror Eben Sapir, avec vous, on va parler de ce qui se passe en Israël, l'aspect politique et de ces derniers temps. C'est très bien qu'il y a un sujet qui nous intéresse ici, c'est le procès de Netanyahou. On a vu que Donald Trump et même Vance ou Steve Koff avaient dit ce serait bien d'amnistier le Premier ministre israélien et le président Herzog n'a pas hésité à emboîter le pas. Où on en est exactement dans ce procès? Première chose à avoir à l'esprit, c'est que c'est un procès qui traîne en longueur, qui dure depuis maintenant très longtemps. Et étant donné les fonctions qui sont celles de Benjamin Netanyahu, Premier ministre, qui plus est jusqu'à très récemment Premier ministre d'un pays en guerre, eh bien, le procès
n'en a duré que davantage de temps, puisque régulièrement, les avocats de Netanyahou cours des suspensions d'audience et que dans la plupart des cas, eh bien, les demandes étaient acceptées, bien évidemment. C'est à la fois une tactique presque assumée la réalité de la situation géopolitique à laquelle Israël était confronté, qui ont expliqué cette durée absolument inhabituelle. Maintenant, concernant la demande de grâce formulée par Donald Trump, hein, c'est un petit peu cocasse tout de même. Le nouvel ordre, Israël n'est pas le 51e État des États-Unis, c'est un État indépendant avec une justice indépendante. Donc, un chef d'État étranger n'a pas à s'est vu ou à demander de se mêler des affaires internes, des affaires judiciaires d'un pays tiers. Bien évidemment, tout ça ne signifie pas qu'à un moment ou à un autre, le président de l'État, et il y a pas mal d'informations concordantes qui vont dans cette direction, pourrait ne pas finalement accorder sa grâce présidentielle à Benjamin Netanyahou. Mais là, tu poses plusieurs questions. En échange de quoi? Parce que en général, une grâce n'est accordée que si le prévenu reconnaît une partie au moins Bah des faits oui. qui lui sont reprochés et pour lesquels il est en procès. Et très souvent, cela implique pour une personnalité publique mettre en retrait précisément de la vie publique et de s'engager, par exemple, eh bien, à ne plus se présenter aux élections. Or, on sait, et Netanyahou lui-même l'a dit très récemment, qu'il a l'intention de se représenter une nouvelle fois après plus de 18 ans passés au pouvoir aux prochaines élections en Israël. Donc, beaucoup de zones de flou autour de la grâce présidentielle qui pourrait, mais dans quelles conditions et puis surtout quand, être accordée à Netanyahou. Alors, Dror, bonjour. Vous venez Bonjour. d'indiquer que Benjamin Netanyahou veut se représenter. Je rappelle juste à ceux qui nous suivent à la fois à la radio et sur YouTube en direct que la première fois où Benjamin Netanyahou est devenu Premier ministre, c'était au siècle dernier, c'était en 1996. Et quand on regarde les sondages, alors peut-être que Dror, vous en avez d'autres en votre possession. Moi, j'ai vu un sondage qui indiquerait que le Likoud est en progression, qu'il aurait 31 sièges et que derrière le parti de Bennett 2026 serait deuxième euh, avec 18 mandats. Alors aujourd'hui, est-ce que Netanyahou a intérêt à provoquer des élections anticipées ou de laisser aller la mandature jusqu'au bout? Et si vous voulez, j'élargis ma question en me disant, malgré toutes les manifestations qu'on a connues avant le 7 octobre contre les volontés de modifier la juridiction, la Cour suprême, etc., est-ce qu'au fond, Netanyahou n'est-il pas assuré d'être réélu parce qu'en face, l'opposition est très faible? Alors, la principale faiblesse de l'opposition, c'est sa dispersion. Et l'offre politique qui est présentée à ceux qui ne veulent pas voter en faveur de Benjamin Netanyahou et du Likoud est à la fois confuse, avec plusieurs personnalités, plusieurs partis, plusieurs scissions, et tant que l'opposition ne se mettra pas en ordre de marche, eh bien, ne reflèteront pas véritablement la vie de la population parce qu'il y a une grande partie de l'électorat qui est déboussolé, qui ne sait pas véritablement pour quelle formation politique voter, puisque l'offre politique telle qu'elle se présente actuellement n'a pas grand-chose à voir simplement avec celle qui sera présentée aux électeurs le jour des élections. Ça, c'est une première remarque. Maintenant, la seconde, concernant les sondages, euh, en gros, en Israël, vous avez 5 grands médias qui, assez régulièrement, eh bien, commanditent aux instituts des sondages, et 4 des 5 grands médias vont dans une direction, pour les derniers sondages, qui n'est pas celle que vous avez mentionnée. Le Likoud, certes, progresse assez sensiblement, mais aux dépens des autres partis de son bloc, c'est-à-dire aux dépens de l'extrême droite, dirigée respectivement par Ben Gvir et Smotrich, un petit peu aux dépens du centre droit également, donc de l'opposition. Mais en général,
Donc, 4 des 5 instituts donnent un Likoud autour de 26-27 mandats, et le parti de Naftali Bennett, l'ancien Premier ministre, autour de 21-22 sièges. Mais encore une fois, vous connaissez le système en Israël. Il ne faut pas s'intéresser véritablement au score que font les grands partis, mais au score que pourraient faire les alliances de partis, puisque en Israël, c'est un système de proportionnel intégral et donc de coalition entre différentes formations politiques. Eh bien, si on constate qu'aucun, non, encore une fois, 4 des 5 instituts de sondage, aucun ne prévoit une majorité à l'un des deux blocs. Si on parle en termes de blocs, c'est-à-dire le bloc de la coalition actuelle, Likoud, extrême droite et parti Haredim, les partis ultra-orthodoxes, face au bloc de l'opposition, une opposition encore une fois très disparate, composée, qui va de la droite opposée à Netanyahou, des personnalités comme Avigdor Lieberman ou Naftali Bennett, jusqu'à la gauche, et Golan, à Démocratim, en passant par les différentes émanations du centre. Alors pourquoi aucun de ces deux blocs n'arrive à la majorité? En fait, le premier bloc, le bloc de la coalition actuelle, la coalition sortante, dans 4 des 5 instituts de sondage, est autour de 50-51 sièges, et l'autre bloc autour de 57, 58, 59 mandats. Le problème, c'est que vous avez également le bloc des partis arabes. Or, dans l'état actuel des choses, aucune des deux coalitions envisagées n'envisage de gouverner avec l'un des deux ou l'un des 3 partis qui représentent la minorité arabe israélienne. C'est bien évidemment le cas du bloc Netanyahou et extrême droite Haredim, mais c'est également le cas du bloc de l'opposition, puisque Avigdor Lieberman, Naftali Bennett affirment qu'il n'est pas question qu'une coalition dépende du soutien, comme c'était le cas il y a quelques années, de l'un des deux partis arabes, en l'occurrence, vous vous en souvenez, la coalition Bennett-Lapid, donc le précédent gouvernement, qui dépendait pour sa survie et pour sa survie politique du soutien du parti islamo-conservateur, en quelque sorte, le Raham de Mansour Abbas. Donc, vous avez une situation de blocage potentiel dans la plupart des institutions, avec aucune coalition claire qui se dégage. Tout ça dans l'hypothèse, et j'insiste sur ce point, où les blocs que j'ai évoqués restent aussi, eh bien, inamovibles. On peut tout à fait imaginer qu'une partie des formations de centre droit, eh bien, mettent de l'eau dans son vin en ce qui concerne son opposition à Benjamin Netanyahou, et qu'on revienne, après les élections, à une configuration de coalition, somme toute, plus classique, c'est-à-dire, qui, encore une fois, a réaffirmé qu'elle avait l'intention de se représenter, mais également un parti à la gauche du Likoud, un parti centriste de centre-droit. C'était la configuration qui était la plus fréquente avant les deux derniers gouvernements. Et il est bien possible qu'on se dirige vers ce genre de coalition, mais cela implique un recentrage du Likoud, alors que le Likoud, c'est assez nettement, très nettement, et pas uniquement sur le plan géopolitique, mais aussi sur le plan interne, notamment concernant la réforme judiciaire. On vous a perdu. En tout cas, l'analyse de Dror est assez intéressante, avec cette impossibilité de gouverner et sans les partis arabes. Donc, comme les deux formations ne veulent pas s'associer, comme les fois d'avant avec l'opposition à Netanyahou, l'avait fait dans des conditions déplorables d'ailleurs, peut-être retrouver une situation un peu conforme à ce qu'on a toujours eu en Israël, un Likoud avec des partis de centre droit, et pour justement écarter un petit peu les partis de droite extrême. Comment est-ce que c'est possible, ça? Alors, c'est possible à deux conditions. Que le Likoud se retente. Ce n'est pas impossible étant donné les développements géopolitiques. La paix dans la bande de Gaza, le retour des otages, et peut-être aussi des perspectives de normalisation avec d'autres pays dans le monde arabo-musulman qui vont impliquer pour Israël la nécessité de consentir à des compromis. Benjamin Netanyahou va peut-être être contraint et forcé de le faire, mais c'est tout de même pour lui une bonne manière de rentrer dans l'histoire si jamais des traités de normalisation sont conclus avec des pays aussi importants que l'Indonésie, c'est le plus grand pays musulman du monde, le pays musulman le plus peuplé au monde, ou l'Arabie Saoudite, qui est le pays le plus important d'un point de vue, en tout cas dans le monde sunnite, d'un point de vue religieux. Même si avec l'Arabie Saoudite, les choses ces derniers
temps ne se passe pas aussi bien, augure mal, eh bien, d'une perspective de normalisation. Mais tout ça, tout de même, va probablement, eh bien, nécessiter un recentrage, ou impliquer un recentrage du Likoud et de celui qui le dirige depuis bien longtemps maintenant, à savoir Benjamin Netanyahu. Et si c'est le cas, si ce scénario se concrétise, c'est pas une certitude, eh bien, il y aura forcément des changements d'alliance au niveau interne, avec un Likoud qui pourra, en effet, se tourner davantage vers des partis de centre droit plutôt que vers l'extrême droite. Les deux problèmes, c'est que le Likoud, depuis maintenant plusieurs années, s'est assez nettement radicalisé. Il suffit de voir les initiatives assez récentes d'ailleurs de ces différents parlementaires ou ministres, et que du côté du centre droit, eh bien, on est dans une position de méfiance absolue vis-à-vis de Benjamin Netanyahou lui-même. Alors, il y a une proposition de loi d'un député du Likoud explique qu'on ne peut pas changer de nom d'un parti sans avoir réglé la facture des autres de ces anciens noms de ce parti. Et donc, ceci pourrait écarter Naftali Bennett à la possibilité de se présenter à l'élection de 2026. Est-ce que c'est quelque chose de crédible ou bien quelque chose qui pourrait justement aider Netanyahou? Est-ce que c'est une manœuvre politique? Alors, quand je parlais tout à l'heure, il y a un instant, de la radicalisation de Likoud, j'évoquais ce genre d'initiative qui est tout à fait antidémocratique. Quelles que soient les dettes accumulées, c'est un vrai problème. Par tel ou tel parti, on ne peut pas empêcher un citoyen, quel qu'il soit, de se présenter aux élections. C'est tout à fait antidémocratique, et vous savez que ça n'a pas de constitution, mais des lois fondamentales, et qui est tout à fait contraire aux lois fondamentales. Alors oui, cela signifie deux choses. D'une part, que le Likoud s'est radicalisé, et d'autre part que peut-être que malgré les propos officiels, le Likoud craint tout de même l'émergence d'un Naftali Bennett, dans la mesure où Naftali Bennett est une personnalité très nettement ancrée à droite et qui pourrait peut-être eh bien, attirer un nombre conséquent d'électeurs du Likoud déçus par Benjamin Netanyahu et par le Likoud, et qui ne veulent pas non plus eh bien, que leur suffrage aille à des formations du centre ou de la gauche. Donc Naftali Bennett, oui, pour le Likoud est tout de même une menace. Si toutefois Bennett parvient à clarifier ses positions et à constituer une liste de candidats qui soit tout à la fois crédible, qui soit tout à la fois également qui représente un attrait pour les électeurs israéliens et qui se positionne là où je crois la majorité des Israéliens se positionnent, c'est-à-dire assez nettement à droite, mais sans adopter les excès qui ont été ceux de cette coalition gouvernementale depuis qu'elle est au pouvoir depuis maintenant 3 ans. Je parle de la réforme judiciaire, de la manière dont elle a tenté d'être imposée, et je parle également de la manière dont la guerre a été gérée et dont les familles des otages ont été considérées par certains représentants de la coalition. Même pour la droite israélienne, ce gouvernement souvent allait trop loin, et puis on lui reproche également à ce gouvernement une déconnexion des réalités sociales, économiques du pays, et on lui reproche surtout d'avoir semé les germes de la discorde au sein de la société israélienne, alors que les Israéliens, la plupart d'entre eux, en tout cas, aspirent à une société israélienne plus apaisée, plus réconciliée avec elle-même. C'est ce qui ressort beaucoup lorsque vous entendez les témoignages et les discours des soldats, notamment des réservistes, qui ont combattu dans la bande de Gaza. Ils aspirent à ce que la société israélienne, eh bien, mette cette division interne de côté, ou en tout cas les gère d'une manière plus stratifiée et plus sereine, et beaucoup d'Israéliens reprochent au gouvernement sortant de ne pas l'avoir fait. Alors, ça ne signifie pas que la coalition sortante n'a pas les moyens de remporter les prochaines élections. On sait que Benjamin Netanyahu est un redoutable homme politique, et que lorsqu'il est en campagne électorale, il sait tout à fait comment redorer son blason et regagner une bonne partie des électeurs qu'il a peut-être perdus au moment où il était aux affaires. Alors, Dror, parmi les sujets qui divisent, je dirais, la société israélienne au fond depuis sa fondation,
il y a la question de la conscription des étudiants de Yeshiva. Euh, euh, donc beaucoup de juifs, d'Israéliens orthodoxes ne font pas l'armée. Jeudi prochain, Boaz Bismuth, votre ancien confrère, est désormais député et président de la commission des affaires étrangères et de la défense, va, je crois, présenter un nouveau projet. Qu'est-ce que ça pourrait donner? Alors, c'est une grande question. C'est un véritable dilemme pour Benjamin Netanyahou. Puisque si, de deux choses l'une, soit une loi est adoptée par la Knesset, mais là, il faudrait que ce soit avec l'aval des partis ultra-orthodoxes, de manière à ce que, d'ailleurs, les partis ultra-orthodoxes reviennent dans le giron du gouvernement, ils ont quitté le gouvernement, Benjamin Netanyahu a peut-être intérêt à ce que les partis orthodoxes reviennent pour que ce gouvernement puisse durer le plus longuement possible, c'est-à-dire pendant encore environ un an, en tout cas avec les élections prévues pour l'automne prochain, donc dans un an. Mais cela, ça implique, si les orthodoxes donc approuvent le projet, eh bien un projet de loi qui sera forcément en deçà de ce que la plupart des Israéliens estiment nécessaire, légitime et juste concernant le nombre d'ultra-orthodoxes qui doivent absolument prendre part à l'effort collectif de défense du pays. On l'a vu d'une manière éclatante pendant la guerre. L'armée ne cesse de dire qu'elle manque énormément de soldats, notamment dans les unités combattantes. L'armée a perdu, vous le savez, des centaines de soldats parmi les meilleurs jeunes du pays. Des milliers de soldats sont blessés et invalides. Des milliers de soldats, peut-être même des dizaines de milliers, peut-être pas, mais en tout cas, de très nombreux soldats sont atteints de ce qu'on appelle des syndromes post-traumatiques qui les empêchent, bien évidemment, dans la plupart des cas, tout simplement de continuer à servir. C'est un véritable problème pour la société israélienne de pouvoir traiter comme il le soit et avec tous les honneurs qui sont dus à ces jeunes, ces jeunes qui sont confrontés à ce genre de problème et les répercussions sociales, économiques, psychologiques sont énormes. Et donc, dans ces conditions, la société israélienne veut absolument que cette injustice cesse et que les orthodoxes, bien évidemment graduellement, puissent également être, tout comme les autres jeunes, les jeunes religieux nationaux ou les jeunes laïcs, effectuer un service national, militaire ou civil d'ailleurs. Mais encore une fois, l'armée manque de soldats. Donc, soit Benjamin Netanyahu contente les orthodoxes et il peut bénéficier d'une longévité politique pendant encore un an, qui pourrait peut-être lui permettre sur le plan géopolitique de conclure des accords de normalisation avec d'autres pays dans le monde arabo-musulman. Mais dans ce cas-là, eh bien, Netanyahou perd en popularité dans la société israélienne, dont de larges parts ne lui pardonneront pas de maintenir cette situation d'injustice. Soit il ne parvient pas ou ne veut pas, pour les raisons que je viens juste d'évoquer, légiférer sur cette question, et le gouvernement tombe manifestement, puisque dans ces conditions, les partis ultra-orthodoxes, eh bien, cesseront non seulement de soutenir le gouvernement, mais pourront peut-être même, et vous savez qu'il y a la question du budget national qui doit être adopté jusqu'à le budget de l'année prochaine, qui doit être adopté au maximum jusqu'au 31 mars dernier. Et s'il n'y a pas de loi qui satisfasse les orthodoxes, eh bien, ils voteront contre le budget. Et dans ces conditions, Benjamin Netanyahu se retrouvera minoritaire et on ira vers des élections. Donc, voilà en gros les termes du dilemme qui se présentent à Benjamin Netanyahu. Alors, sauf que les partis ultra-orthodoxes ne peuvent pas se permettre ce luxe-là, sinon parce que je ne pense pas qu'ils aillent négocier quelque chose avec Naftali Bennett. Je voudrais revenir sur une situation très intéressante. Vous avez parlé de radicalisation du Likoud, mais là, il se trouve que c'est, en termes d'avancée politique, la question de l'annexion de la Judée-Samarie et notamment de Ma'ale Adumim a été majoritairement porté par notamment Lieberman, et alors que Netanyahou avait demandé à ses députés de ne pas voter cette loi, il a quand même, ils ont réussi à faire passer
pour justement faire accepter en première lecture cette notion-là, en plein débat avec et à l'arrivée du vice-président Vance. Est-ce que c'était quelque chose pour embêter Netanyahou? Et Netanyahou qui avait demandé à ce que ses députés ne votent pas, mais d'un autre côté, après la réaction de Vance disant que c'était complètement stupide, est allé dans une télévision, une chaîne télévisée israélienne dire Israël est souveraine et peut faire ce qu'il entend et que personne n'a le droit de dicter ses lois. Quelle est votre analyse sur ce sujet? Alors, écoutez, il y a eu deux propositions de loi. On ne vous entend plus. Voilà, il est parti. Il faudrait revenir. Voilà. Parallèlement. Voilà. Allez-y, je pense que Oui. peut-être Alors, la voilà. caméra, remettre la caméra et ça serait bien. Est-ce que vous... Attendez. Voilà, Voilà. très bien, super. Alors, oui, donc deux propositions de loi ont été présentées la semaine dernière à la Knesset, l'une sur l'annexion de Maale Adumim, donc cette ville, cette implantation qui se trouve à proximité de Jérusalem, et l'autre sur l'annexion de toutes les implantations, qui a été présentée par un député d'extrême droite qui s'appelle Avi Maoz. Netanyahou a demandé à ses députés de ne pas voter en faveur de ces deux propositions de loi. L'un d'eux l'a fait, et effectivement, si les deux propositions de loi ont été adoptées, c'est grâce au soutien d'une partie de l'opposition, en fait, pour aller vite, du député du parti d'Avigdor Lieberman, qui est un parti, encore une fois, opposé à Benjamin Netanyahu, mais qui reste idéologiquement de droite, donc en faveur des implantations. C'était un épisode embarrassant pour le Premier ministre. Vous vous rappelez des réactions outrées du vice-président américain J.D. Vance, qui a parlé de stupidité. Mais voilà, la coalition de Benjamin Netanyahu étant ce qu'elle est, une partie de l'opposition étant ce qu'elle est, sur le plan idéologique. Alors, bien évidemment, pour l'opposition, en tout cas pour Lieberman, il y avait une volonté d'embarrasser encore davantage Benjamin Netanyahu. Ces deux propositions de loi, Benjamin Netanyahu a été très clair. Il ne permettra pas qu'elles soient soumises aux lectures supplémentaires, aux votes supplémentaires indispensables pour qu'elles soient définitivement adoptées, puisqu'elles n'ont été adoptées qu'en lecture préliminaire. Vous savez qu'après la lecture préliminaire, il y a un passage en commission et il y a trois autres votes, trois autres lectures. Il faut bien comprendre qu'on est dans une période préélectorale. En période préélectorale, toutes les formations politiques sont présentées à la Knesset et à l'intérieur même du Likoud, également les députés du Likoud qui vont devoir se présenter aux élections primaires de leur parti. Donc à la fois les composants de la coalition et les députés du Likoud, chacune et chacun va essayer de se démarquer des autres avec des propositions de loi qui sont censées satisfaire leur base électorale respective. Donc dans les mois qui viennent, on va assister de plus en plus à des initiatives de ce genre du côté de l'extrême droite, du côté du Likoud, du côté des partis orthodoxes. Regardez, je suis là, mes chers électeurs, votez pour moi aux primaires ou votez pour moi aux prochaines élections, puisque je défends vos intérêts et je défends vos idéologies, même si ces propositions-là, en général, n'ont que très peu de chances d'être adoptées. D'ailleurs, en ce moment, il y a depuis déjà plusieurs mois, du fait du départ des partis orthodoxes du gouvernement, non pas de la coalition, mais du gouvernement, et du boycott des députés orthodoxes, des votes en faveur des projets de loi et des propositions de loi soutenues par la coalition, le gouvernement ne désiste pas, en fait. Quasiment aucune des lois qu'il propose n'a de chance d'être adoptée, puisque les orthodoxes, en raison de l'absence de loi sur la conscription, refusent de prendre part aux différents votes. Mais tout ça n'empêche pas le phénomène que j'ai bien expliqué, à savoir des députés et des partis qui tirent à U et à Dia pour se rappeler au bon souvenir de leurs électeurs respectifs, puisqu'on est en période préélectorale, quoi qu'il arrive. Au plus tard, les élections auront lieu dans un an. Alors, Dror, peut-être une dernière question. Ce sont ce que j'appellerais les dérapages réguliers de Bezalel Smotrich et de Itamar Ben-Gvir. Je crois que c'était jeudi, me semble-t-il, où Bezalel Smotrich, s'adressant à l'Arabie Saoudite,
Et on sait que le grand espoir de Benjamin Netanyahou, c'est d'obtenir une normalisation des relations avec l'Arabie Saoudite. Smotrich a dit, s'adressant aux Saoudiens, continuez à chevaucher sur vos chameaux. Alors, il s'est excusé en disant, on m'a mal compris, mais avec tous ces dérapages, Netanyahou a tellement besoin des deux parties qu'il ne dit absolument rien. Oui, alors écoutez, ce que Smotrich avait dit, c'était que si le prix à payer pour une normalisation des relations entre Israël et l'Arabie Saoudite, c'était la reconnaissance d'un État palestinien, eh bien les Saoudiens pouvaient continuer à circuler à d'autres chameaux. Il s'est excusé, le ministre des Finances, par la suite, le ministre des Finances et chef de file du parti du sionisme religieux. Mais en quelque sorte, le mal est fait. Cette normalisation israélo-saoudienne, c'était vous vous en souvenez, l'un des principaux objectifs de Netanyahou avant le 7 octobre 2023. Et d'ailleurs, si Noir a décidé de lancer son offensive terroriste sur Israël le 7 octobre 2023, c'est pas un hasard parce que dans cette période, on parlait énormément de la possibilité d'une normalisation israélo-saoudienne. Elle semblait à deux doigts d'être obtenue. Et l'un des objectifs du Hamas et de l'axe des frères musulmans dans la région, c'était de torpiller cette possibilité-là, qui, si elle s'était concrétisée, aurait provoqué des changements géopolitiques, stratégiques et même théologiques absolument considérables. L'Arabie Saoudite, principal pays musulman sunnite, qui reconnaît l'État des Juifs, l'État d'Israël, c'est une déflagration, ça aurait été une déflagration géopolitique absolument considérable. On comprend pourquoi Netanyahou voulait absolument que cette normalisation puisse se concrétiser. Mais bien évidemment, si Noir, le Hamas et ceux qui dans le monde arabo-musulman les soutenaient, les soutiennent encore, en tout cas soutiennent encore le Hamas, ne l'entendaient pas de cette oreille. Mais aujourd'hui, bien évidemment, avec la coalition actuelle, avec des personnages comme Bezalel Smotrich ou Tamar Ben-Gvir, eh bien, il n'est pas question de pouvoir obtenir une normalisation. Ce que demandent les Saoudiens pour la normalisation avec Israël, c'est non pas véritablement la reconnaissance d'un État palestinien actuellement, mais la reconnaissance du principe d'un État palestinien comme horizon, comme principe directeur d'éventuelles négociations avec l'autorité palestinienne. Et j'attire votre attention sur le fait que dans le passé, Netanyahou avait reconnu un État palestinien. Le discours de Bar-Ilan en 2009, si mes souvenirs sont bons, bien évidemment démilitarisé, bien évidemment qui reconnaît la légitimité de l'État d'Israël comme État du peuple juif, mais il y avait déjà eu de la part du Premier ministre du Likoud des propos qui, s'ils avaient été prononcés aujourd'hui, auraient peut-être pu satisfaire l'Arabie Saoudite et auraient peut-être pu inciter les Saoudiens à considérer que ça y est, la condition est remplie et qu'on peut aborder un processus de normalisation. Alors, bien évidemment, les propos de Smotrich sont tout à fait déplacé. On peut y déceler un certain racisme. On peut y déceler même une ignorance de ce qu'est l'Arabie Saoudite aujourd'hui, bien évidemment. Et en tant que ministre des Finances, il aurait dû, d'ailleurs peut-être qu'il le sait pertinemment, l'Arabie Saoudite, qui n'est vraiment pas une démocratie exemplaire, d'un point de vue de l'économie, d'un point de vue de l'innovation, c'est un pays qui a investi beaucoup et qui, sous l'impulsion de MBF, Mohamed Ben Salman, évolue énormément vers justement une hyper-normalité, une hyper-modernité, pardon, en termes économiques, en termes d'intelligence artificielle, en termes d'innovation et des relations commerciales et économiques plus poussées entre Israël et les Saoudiens pourraient profiter aux deux pays. Donc oui, des propos très malheureux de la part de Bezalel Smotrich, mais qui s'inscrivent dans ce que je viens de dire, à savoir, voilà, on rentre en période électorale, donc c'est à celui qui fera parler de lui, en tout cas à celui qui aura les propos les plus bien accepté ou bien accueilli par ce qu'il considérait être sa base électorale et ta base de soutien en fait, dans la société israélienne. Chacun veut tenir sa punchline, c'est ce que je comprends bien. Voilà, Merci. avec plus ou moins de succès. Avec plus ou moins de succès. Merci, Dror Even Sapir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous souhaitons une belle semaine et nous disons à bientôt sur les ondes de Kol Aviv. Et après un petit jingle, nous allons retrouver notre prochain invité. À bientôt, Dror. Merci, à bientôt.
Voilà, nous revenons pour continuer. Merci. On est en train de récupérer Guy Benamou qui est à Natalia. Alors Guy Benamou, c'est quelqu'un qu'on connaît bien ici à Toulouse, puisque il a longtemps milité et puis il est devenu secrétaire général du MAF, le mouvement de l'ALIA de France. Il a fait son ALIA en 82 et donc je dirais c'est un ancien Toulousain qu'on adore et quelqu'un qui est un Nathaniel. D'ailleurs, vous ne pouvez pas le rater. Tous les touristes qui viennent, vous ne pouvez pas le rater quand vous allez au bord de la mer, Kikar Hatzmaout, place de l'Indépendance à Natania. Vous regardez bien et vous trouverez la plaque de Guy Benamou, avocat notaire. Voilà, Guy, je crois que j'ai fait ta promo, hein. Ouais, c'est Bon, gentil, c'est gentil. bon, maintenant que la pub est faite, en tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation, Guy Benamou. Guy Benamou, on voudrait parler à l'Israélien qui est là depuis 82 en Israël, donc qui a vécu plein de choses et qui a vécu surtout ce 7 octobre. Et maintenant, on a toujours parlé pendant toute cette période-là de résilience de ce peuple d'Israël. Mais est-ce qu'il n'est pas un peu galvaudé ce terme de résilience? Comment ce peuple va pouvoir se refaire une santé, gérer des syndromes post-traumatiques, quelque chose? Est-ce que l'État prend en compte cet événement? Est-ce qu'on met tout en œuvre pour gérer justement tous ces blessés, tous ces milliers de blessés, des infirmes physiques et surtout des problèmes post-traumatiques? Est-ce qu'on peut parler encore de résilience? Regardez, je vais essayer par mon vécu de vous dire comment j'ai vécu avant d'arriver sur le plan micro et après sur le plan macro. Sur le plan micro, pour moi, la résilience, c'était un terme dont j'entendais parler surtout en France, etc. Et si la résilience, c'est réagir, rebondir après une catastrophe psychologique qui a entraîné un trauma, etc., je peux vous dire que le 7 octobre, le lendemain du 7 octobre, je sors dans la rue et pour moi, il y a une chape de plomb. Les gens se regardent mais ne se parlent pas. La télévision passe quelques images, les gens on se regarde avec un sourcil, on lève les épaules, on comprend pas. Il y a une incertitude et il y a une angoisse permanente, mais ça n'est pas comme un fait politique régulier, original, c'est-à-dire où tous les gens en Israël, pour n'importe quoi, ils parlent et ils n'arrêtent pas de parler. Là, il y a un mutisme total. Les gens ne parlent pas. Et si la résilience est une capacité à rebondir, eh bien, en l'espace de quelques jours, pour quelqu'un qui vit ici, c'est pour moi un miracle. Les femmes qui se mobilisent pour cuisiner dans tout le pays pour les soldats, les agriculteurs qui pleurent dans les champs parce qu'ils n'ont plus personne, et des voitures qui se mobilisent pour aller faire les récoltes. Ça, c'était sur le plan individuel. Les restaurateurs qui appellent les soldats dans la rue pour leur faire cadeau. Des soldats qui arrivent du bout du monde, alors qu'on disait qu'il y avait une désaffection de la jeunesse vis-à-vis de l'armée. Il y a eu les gens se sont mobilisés. Si la résilience, c'est rebondir et prendre des décisions et devenir responsable, je pense que le peuple d'Israël est peut-être le peuple qui a été le plus résilient pendant ces 2 ans, puisque non seulement ça a démarré avec une catastrophe, mais ça a continué avec 7 fronts euh, où on a parlé de problèmes existentiels. Et je crois que il y a eu
cette volonté, ce courage de se battre, et avec le temps passant, une certaine fierté des résultats. Alors, sur le plan maintenant macro, est-ce aujourd'hui la fin? Est-ce que la résilience que nous avons eue, qui a permis cette unité, va s'effriter? Moi, je ne crois pas. Je crois plutôt qu'il y a un optimisme en Israël, lié bien sûr à la situation internationale. Les accords vont-ils se faire avec les pays arabes? En plus, il y a eu aussi cette masse d'antisionisme déguisé, d'antisémitisme, un tsunami antisémite dans le monde, et une sensation pendant 2 ans d'isolement total par rapport au monde. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est défendu, et parce qu'on s'est défendu, on n'aime pas voir l'Israélien fort. Aujourd'hui, je pense, si j'arrive à la situation d'aujourd'hui, je pense que Israël a pris conscience de ses problèmes de sécurité, ses problèmes sécuritaires. Je pense que, vu tous les événements qui se sont passés, et, euh, et voilà, donc pour moi, il y a un optimisme en Israël, dans un environnement encore ennemi, parce que c'est pas fini. Voilà. Qu'est-ce qu'a fait l'État? L'État a beaucoup agi. Je pense que l'État a donné énormément d'argent aux gens qui étaient réfugiés du nord, du sud, des hôtels partout payés par l'État. Ce qui a d'ailleurs permis à l'hôtellerie de s'en sortir un peu, puisqu'il n'y avait plus l'ombre d'un touriste, et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, pendant 2 ans. Euh, donc c'est pour moi un choc traumatique, mais il y a une volonté de se reconstruire en Israël, et il y a un réalisme aussi qui nous a fait revenir à la réalité. Nous, la nation high-tech la plus forte du monde, on s'est fait attaquer par des tire-boulettes, et, et ça nous a coûté 2 ans de notre vie. C'est dur en Israël, c'est certain que ça a été dur, mais au moins on sait pourquoi. Mais alors, Guy, vous êtes en Israël depuis 1982, vous avez fait votre service militaire, vous avez connu plusieurs guerres, vous avez connu 2 intifadas. Est-ce que le 7 octobre, c'est le moment le plus dur depuis que vous êtes dans ce pays? Euh, pour moi, sans aucun doute, parce que c'était macro, c'était impensable, ça dépassait l'imagination. Et cette incertitude permanente qu'on a eue pendant 2 semaines, 3 semaines, on savait rien, on comprenait pas ce qui nous arrivait. Et je ne parle pas, bien sûr, du nombre, du massacre atroce qui a été fait. Et plus on voyait des images, plus on sombrait dans un désarroi et, une tristesse absolue, quoi. Je veux dire, tous les pères et les mères d'Israël avaient un enfant kidnappé ou pris en otage. Ces photos innommables de massacres de jeunes filles prises dans des jeeps, sur qui on crachait, qu'on frappait. Mais c'était impensable, c'était une barbarie qu'on n'imaginait même pas. D'ailleurs, elle existe toujours. Elle existe toujours, puisqu'ils continuent, mais avec leur propre population. Donc, et puis aussi, ce qui était démoralisant, c'était le non-soutien des démocraties dans le monde. Comment les démocraties sont solidaires, et le pays qui fait exception à la règle, c'est Israël. Pourquoi? On ne va pas rentrer là-dedans. Les raisons sont profondes. Les pays arabes comprenaient mieux notre situation que les pays européens. Voilà, que les pays européens, où quand on regardait la télévision, on disait, mais vraiment, on est seul au monde. Et pourquoi? Et pourquoi? Bon, voilà. Maintenant, oui, pour moi, c'est le plus gros traumatisme que nous ayons vécu en Israël, et je pense qu'il restera dans les mémoires pour longtemps. Euh, Bien sûr, pas équivalent en proportion à la Shoah, mais ça restera dans la mémoire du peuple juif comme un moment très difficile, euh, qui a, qui a remis qui a mis en danger les fondements et la base de l'État, c'est-à-dire le fait que on pouvait encore disparaître. Ce que Israël n'a pas permis au monde de faire, et le peuple juif qui a redressé la tête, qui était très important aussi pour son image dans le monde, parce que Israël qui perd,
c'est la porte ouverte à pire. Donc il valait mieux qu'on se relève et qu'on montre au monde que notre sécurité, c'est nous qui l'avons assurée contre des dictatures, contre l'Iran, et qu'on a fait le travail des autres. Nous avons fait le travail des autres. Ils le reconnaîtront un jour. Mais bon, il faut donner du temps au temps, comme disait notre vieux président Mitterrand. Alors, il y a un côté un peu injuste dans cette histoire. Tsahal, comme vous l'avez évoqué, a fait un travail formidable à Gaza, le Shin Bet, le Mossad, sur l'Iran, mais surtout revenir sur Gaza, car sans l'action de Tsahal et vraiment la mise au pied du mur des combattants terroristes du Hamas, on n'aurait pas eu cette possibilité diplomatique de Donald Trump qui, associant à son plan de paix le Qatar et la Turquie, deux entités qui soutiennent le Hamas et dont ils ont sur place des bureaux de ces terroristes. Les familles des otages je me rappelle sur cette place Kikar Hatoufim à Tel Aviv, quand les envoyés spéciaux de Trump étaient là, et les familles des otages ont remercié Trump pour avoir fait sortir les 20 derniers otages vivants d'Israël, de Gaza. Oublions un peu ce travail qu'avait fait, ce courage en tout cas de ces Chayalim de Tsahal. Est-ce que ça vous a pas interpellé quelque part? Moi, je pense que c'est pas que moi qui ai été interpellé. Ah, Je pense que le peuple d'Israël le prend très mal. Le prend très très mal, parce que au-delà du fait qu'il y aura peut-être dans 1 an, 2 ans, les résultats d'une commission d'enquête pour savoir qui était responsable, on ne pouvait pas sombrer dans, et je vais être peut-être un peu dur, dans l'émotion quand il s'agissait de l'existence de l'État d'Israël. Bien sûr, vous pouvez me dire, c'est pas votre fils qui était ou votre fille qui était prise en otage, mais la responsabilité, la responsabilité des hommes politiques de cet État était d'abord d'assurer et parallèlement de tout faire pour libérer les otages, puisque depuis la création de l'État d'Israël, on a toujours pour une question morale et une question aussi politique, jamais laissé derrière nous des civils ou des militaires. Jusqu'à aujourd'hui, nous essayons de récupérer Eli Cohen, 50, 70, 60 ans après. Donc, on ne lâchera pas. Mais dans l'ordre de priorité, bien que tous les efforts aient été faits, le comble de l'histoire, c'est on parle du Qatar, qui est la source de financement du Hamas, qui est, lui, l'intermédiaire. Et nous nous sommes pliés à ce genre d'intermédiaire. C'est la perversion, c'est l'inversion des valeurs. Nous sommes à avoir comme intermédiaire un État qui paye le terrorisme, qui paye le Hamas, etc. Donc des concessions, on en a faites. Je disais que les pays arabes qui, eux, ne financent pas et qui ne sont pas les adeptes du djihad islamique ou des frères musulmans, eux, l'Égypte, l'Arabie saoudite, tous ces pays-là ont bien compris qu'il valait mieux rentrer dans les accords d'Abraham que de continuer à se battre avec Israël. Mais ils ne peuvent pas dire oui immédiatement puisqu'ils ont un problème interne avec leur population. Mais l'élite gouvernementale de ces États-là ont très bien compris qu'il valait mieux un accord de paix. Pour revenir à votre question, on a libéré les otages, on s'est battu sur 7 fronts. Ça a été très très dur. Les parents des Khatoufim, comme on dit, des otages, pardon, les parents des otages étaient anti, pour une partie, anti-bibistes, et je peux le comprendre, anti-gouvernement, voulant des résultats très rapidement, mais l'histoire nous dira si le gouvernement d'Israël a agi de manière responsable en mettant sur la balance l'Iran qui doit nous attaquer, le Hezbollah, la Syrie, les Yéménites, je ne sais pas, les problèmes intérieurs, etc. Je pense qu'en 2 ans, pour revenir à la question, on s'en sort plutôt optimiste avec un réalisme aujourd'hui sur nos problèmes sécuritaires qui fait que le pays va se renforcer.
J'ai entendu parler aussi du boycott de l'État d'Israël par l'Union européenne, mais enfin, l'Allemagne vient de signer un accord de 4 milliards d'euros. Bon, donc on n'est pas, alors qu'elle était interdite d'exposer en France, dans les salons aéronautiques ou militaires. Donc, vous savez, le boycott n'a jamais fonctionné dans aucun pays du monde. Du monde, ça n'a jamais fait parce que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Donc Israël s'en sortira économiquement. Allez comprendre, c'est peut-être un miracle, mais l'État d'Israël, aujourd'hui, le shekel, alors qu'il a 2 ans de guerre, le shekel est très fort. Moi-même, je serais incapable, je ne suis pas économiste, je serais incapable de vous l'expliquer, d'accord? Après 2 ans de guerre et une augmentation des impôts encore en Israël pour financer la guerre. Les parents des otages, je peux les comprendre sur le plan personnel, sur le plan subjectif, sur le plan collectif et sur le plan de la responsabilité pour le futur et le destin de l'État d'Israël. C'est un dilemme très grave que nous avions tous. Voilà, je ne sais pas si je vous ai répondu. On va dire ça. Ah, j'ai pas Brahim, répondu? si, Oui, si, si, si. alors Guy, peut-être une dernière question. Ces jours-ci, il y a pas mal d'articles dans la presse qui parlent des Israéliens qui quittent le pays. On a des chiffres, 70 000, plus de 100 000. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer au fond, qui part? Est-ce que ce sont, je dirais, des anciens Israéliens, des jeunes qui ont fait leur alia et qui n'ont pas réussi? Quelles sont les motivations? Et est-ce que vous comprenez qu'ils partent? Je vais vous paraître encore dur. Je peux comprendre que le moment que nous avons passé est traumatisant et que tout le monde n'a pas justement, puisque c'était le sujet, cette force de résilience et de rebondir et de faire de ce malheur, prendre des décisions pour l'avenir. Et le fait de quitter pour moi Israël, ça n'est pas la première fois, hein. Vous savez, dans les années 1982, 83, 84, il y avait une inflation en Israël de 200%, 250%, et les gens pensaient qu'on trouvait l'argent dans les poubelles aux États-Unis. Menachem Begin, à l'époque, avait ouvert le pays en disant vous pouvez y aller. Sont partis près de 350 000 juifs. Ces 350 000 juifs qui sont partis ayant vendu leurs biens personnels en Israël, aujourd'hui, c'est l'État d'Israël qui les aide pour revenir parce qu'ils n'ont plus les moyens de vivre en Israël. Israël s'étant développé, eux se sont moins développés, contrairement pour un qui réussissait, il y en avait 9 qui étaient chauffeurs de taxi à New York ou qui travaillaient garçon de café ou qui faisaient de la réparation dans les maisons. Enfin, euh, moi je pense qu'il y a, sur le plan subjectif, je peux comprendre que ce soit un trauma. Je peux comprendre qu'ils partent faire ce qu'on appelle une année sabbatique pour justement essayer d'évacuer ce traumatisme, mais je pense qu'ils reviendront. Je pense qu'ils reviendront parce que c'est dur d'oublier l'amour d'Israël. Mais c'est surtout dur d'aller vivre dans des pays où, vous l'avez dit au début de vos propos, de vivre dans des pays où il y a un antisémitisme de plus en plus violent Ouais. et que c'est Mm. compliqué de vivre de son judaïsme maintenant dans certains pays européens Mais et même aux États-Unis. Mais je Merci. suis mille fois d'accord avec vous, puisque ceux qui partent, je leur dis, après l'Australie, après le Panama, parce que c'est fini, l'Europe c'est fini, les États-Unis c'est pareil, eh bien, après tous ces pays-là, je vous donne rendez-vous à Jérusalem. En tout cas, merci Guy Benamou pour votre analyse. Merci de votre témoignage, en tout cas, parce que c'est ce qu'on voulait rechercher avec vous. Le témoignage d'un Israélien qui a fait son alia en 82 et qui s'est installé dans ce pays et qui a l'amour de ce pays. Merci à vous. Merci à vous. Merci de Shavua m'avoir Tov, reçu. avec Shabbat Tov. plaisir. Shabbat Tov. Voilà, Chaim, notre émission touche à sa fin. Oui, ben écoutez, On a fait beaucoup de choses aujourd'hui. On a eu des problèmes techniques, mais ça, c'est normal puisque nous sommes en direct. J'en suis le responsable, il semblerait. Je ne Et sais pas. en plus, la musique n'était pas belle.
J'aurais Oh, pu vous mettre autre chose. ben voilà, quand même. Franchement, Guy, vous exagérez là. Allez. Voilà, Raïm, notre émission se termine gentiment. Je pense qu'on a abordé des sujets très intéressants. Nous avons eu ce témoignage de Guy Benabou. C'est très important parce que c'est important de voir un peu comment l'Israélien peut nous raconter ce qu'il a vécu. Et ça, c'est très important. Ça a été fait avec brio, comme un avocat d'ailleurs. Merci. J'espère qu'il n'écoute pas parce que sinon, ça me ferait trop. Non, j'écoute et ça me fait plaisir. Voilà. Et puis, nous avons eu cette analyse, j'allais dire, sur le terrain à Gaza et un peu dans les différents fronts d'Israël, qu'a mené Israël vis-à-vis de la Syrie, vis-à-vis du Hezbollah, des Houthis et de l'Iran, avec Raphaël. Et puis, cette analyse aussi très pointue de la situation préélectorale en Israël avec Dror Ben Sapir. Oui, alors si vous le permettez, Mais je vous le permets, cher ami. Serge, pour, au fond, synthétiser tout ce qui a été dit, moi, ce que j'entends beaucoup, c'est que bien sûr, il y a eu le 7 octobre, bien sûr, c'est peut-être une guerre sans fin, mais alors que l'antisémitisme qui était sous le tapis est de retour dans le monde entier, eh bien, le seul pays où des juifs sont protégés par des juifs, par une armée juive, c'est ici, c'est en Israël. Voilà, c'est une très belle conclusion, hein, Raïm, de cette émission. Et moi, je vais conclure encore plus en vous disant que même si nous ne vivons plus en Israël, nous ne pourrons plus jamais vivre sans Israël. Allez, à ciao, à dans 15 jours. À bientôt. להתראות, שלום. Voilà. Bon, ben, je finis l'émission.